L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, c'est Dame Médégan Fagla. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élu UP de la 15e circonscription électorale. C'est ça. Alors, la loi portant modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction fait couler beaucoup d'encre et de salive. En tant que parlementaire, qu'est-ce qu'on peut comprendre véritablement de cette législation? Alors, déjà, vous savez, nous sommes des constituants, d'accord? Les parlementaires sont ceux-là qui ont, avec le mandat du peuple, ont rédigé la Constitution. Et cette Constitution dit en son article 8 de façon explicite que l'État a l'obligation absolue de garantir l'accès à la santé à tous. Cette même Constitution dit dans son article 26 que l'État doit garantir, en tout cas que tous les individus, hommes comme femmes, sont égaux devant la loi. Donc, en tant que constituants, nous sommes obligés par moment de nous arrêter et de voter des lois qui nous permettent de rester conformes à nos tests et d'aller vers cette société égalitaire que nous prenons dans notre Constitution. Et effectivement, le gouvernement a apporté un projet de loi, un projet de modification d'une loi qui existe déjà, parce que j'ai beaucoup entendu que la 8e législature a légalisé l'IVG, et je voudrais dire haut et fort que c'est pas vrai, que c'est faux. C'est une idée, ce n'est pas une idée juste, tout simplement parce que l'interruption volontaire de grossesse est légalisée depuis 2003. À travers justement cette loi que vous venez de citer, la loi 2003-04 de mars 2003 sur la santé sexuelle et la reproduction. Mmh. Donc, dans cette loi, il y a un article 17 qui est appelé, qui s'intitule interruption volontaire de grossesse, déjà, donc depuis 2003. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et effectivement, cette loi a donné un certain nombre de conditions dans lesquelles l'IVG peut être pratiquée. Les conditions sont celles-ci. Lorsque la grossesse est consécutive à un viol ou à une relation incestueuse, lorsque la grossesse est susceptible de provoquer le décès de la mère, de la femme qui la porte, ou lorsque cette grossesse, cet enfant, ce fœtus porte un handicap. Et le gouvernement nous a soumis un projet de loi bien motivé, enfin un projet de modification de cette loi bien motivé. Bien motivé dans quel sens? Voilà, qui dit que désormais, une femme peut demander l'interruption de grossesse si elle estime que cela est susceptible d'aggraver sa situation, ça peut apporter une détresse matérielle, psychologique ou professionnelle chez elle, en réalité. Vous, en tant que femme, est-ce que cette motivation du gouvernement vous paraît fondée? Absolument. Fondée, justifiée, fondée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai soutenue, parce que, vous savez, l'avortement est un acte médical décrit par l'OMS qui doit être pratiqué selon un certain nombre de processus qui sont connus et réglementés. D'accord? Et lorsque ce n'est pas pratiqué dans ces conditions, les conséquences sont énormes. Le gouvernement nous a exposé les conditions. Je voudrais vous rappeler que nous avons un ministre... Les conditions? Oui, alors, laissez-moi finir, je vous en prie. Oui. Le gouvernement nous a... N'oubliez pas que nous avons un ministre de la Santé qui est gynécologue, que nous avons une ministre des Affaires sociales qui est gynécologue et qui ont pratiqué avant d'accéder à leur haute fonction. Donc, lorsque ces deux ministres exposent les motifs, et le ministre de la Justice qui apporte également son éclairage compte tenu des conséquences que ça peut apporter dans la vie des personnes, vous n'avez pas d'autre choix que de soutenir. Les différents ministres nous ont expliqué qu'en République du Bénin, le nombre d'avortements clandestins est élevé, puisque de toute façon, lorsque ce n'est pas dans les trois cas qu'on a cités précédemment, tout type d'avortement est forcément clandestin maintenant. Et du coup, sachant que le nombre de femmes qui décident d'avoir une interruption volontaire de grossesse parce que la grossesse est tout simplement indésirée est beaucoup plus nombreux que le nombre de femmes qui subissent une grossesse ou qui décident d'aller vers une IVG parce que c'est une grossesse issue d'un viol ou voilà, le nombre est beaucoup plus élevé parce qu'aujourd'hui nous avons un accès un peu plus libre aux relations sexuelles, n'est-ce pas? Et ils nous ont expliqué que
chaque année, nous avons 200 femmes qui décèdent de ça, des suites des avortements, des IVG pratiqués dans des conditions pas recommandées par des personnes non compétentes. Et ça, c'est le nombre de cas qu'ils n'arrivent pas à sauver, mais qu'il y a un certain nombre de cas qu'ils ne voient pas, de femmes qui ne viennent pas dans les hôpitaux, même lorsque ça s'aggrave, et qui décèdent en silence, dans le silence. Et il y a également les conséquences sur la vie de la femme. Ils nous ont expliqué que la plupart des difficultés à enfanter lorsque la femme se retrouve dans son foyer sont bien souvent liées au fait que dans le passé, il y a eu des avortements. Et les femmes se retrouvent avec des utérus perforés, avec leur utérus perforé, parce que la personne qui l'a faite a pratiqué, a utilisé un matériel inadapté. Donc les conséquences sont là. Et l'État a le droit, je vous ai dit tout à l'heure que la Constitution, dans son article 8, dit que l'État a l'obligation absolue. Je vais vous lire la Constitution. Allez-y. L'article 8 de la Constitution dit « La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. À cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à la formation professionnelle et à l'emploi. » Donc, arrêtons-nous sur à la santé. À partir du moment où on refuse à des femmes qui ont déjà pris la décision d'aller vers cet acte-là, à partir du moment où on leur refuse l'accès à cet acte médical, on n'est plus dans la Constitution. Alors, Sadami Médigan-Fagla, ce que vous dites, c'est assez beau, mais lorsqu'on vous ôte votre touche de député et d'actrice politique, est-ce que vous êtes pro-avortement? En tant que citoyenne, oui, lambda. Vous savez, j'estime que l'avortement, dans tous les cas, pour notre conscience, par rapport à notre foi, à nos croyances, à nos us et traditions, est quelque chose de pas très bien. Parce que on sait, en tout cas, dans notre coutume, dans nos croyances, on se dit que c'est Dieu qui donne la vie et que nous n'avons pas le devoir, d'y toucher. La vie humaine est sacrée. Mais vous savez, chacun est libre. La foi, en fait, l'accès à la foi même est quelque chose de privé. Et si vous commettez, on commet des péchés tous les jours. N'est-ce pas? La société ne nous punit pas parce qu'on commet des péchés. On commet des péchés tous les jours, même dans notre vie classique et tout. Pas forcément grave, plus ou moins grave. Mais on sait qu'on en répondra au dernier moment où on aura le dernier jugement une fois qu'on sera face à notre Dieu. Mais ça engage chaque individu. L'État est obligé de sauver chaque individu, est obligé de sauver, de tout mettre en œuvre pour sauver toutes les personnes qu'il peut sauver. Et c'est ce que l'État béninois a fait. L'outil est là, la loi est là. Ces femmes qui décident d'y aller, qui le font, elles le font. On ne peut pas dire que les femmes n'avortent pas, au Bénin qu'il n'y a pas d'avortement. Les femmes dans leur foyer avortent, les jeunes filles avortent, des religieuses avortent. Les religieuses avortent. Des hommes envoient, les hommes envoient leurs copines, leurs femmes procéder à une interruption volontaire de grossesse. C'est dans toutes les couches sociales. Est-ce que vous dites en quelque sorte que le débat que nous observons aujourd'hui, c'est un débat hypocrite en quelque sorte? Alors, un petit peu quand même, on n'a qu'à se dire la vérité. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui qu'on ne connaît pas, personne ne peut prétendre ne pas connaître une personne qui n'a pas eu recours à l'avortement, à l'IVG. Et vous savez, plein de témoignages me sont venus de situations où les personnes sont décédées, ou des conséquences sur la santé de la personne. On a eu plein de témoignages, donc personne ne peut dire que ce n'est pas vrai. Et vous savez, l'État a le devoir de donner cet accès égal, un accès égal à cet acte médical à tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de pratiquer ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de pratiquer cela. Somme toute, cette loi résout quel problème en quelques mots? Alors, le problème que ça résout est celui-ci. Dans tous les cas au Bénin, il y a un certain nombre de femmes qui décident d'aller avorter, de filles ou de femmes qui vont faire une interruption volontaire de grossesse parce que la grossesse n'est tout simplement pas désirée, parce que, je dis bien dans 99% des cas, l'homme en face, qu'on appelle le partenaire sexuel, refuse cette grossesse et leur dit de façon implicite d'aller
d'aller procéder à une IVG. Et une fois que cette femme-là est décidée qu'elle veut le faire, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Il faut qu'on ait conscience de ça. Et donc, ces femmes qui font ça, qui ont l'habitude d'aller le faire chez des charlatans, chez des personnes qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune formation dans ça, vous avez pris votre décision, vous allez le faire. Il n'y a pas de souci. L'État n'a pas là pour vous juger. Vous allez en répondre avec Dieu, certes, mais c'est un acte médical. Vous y avez accès. C'est le problème que l'État résout. Et l'avortement... Mais qui prend en charge les frais? Je vais finir. Oui. L'avortement, l'OMS le dit, l'OMS l'a écrit, que lorsque l'avortement est pratiqué par des personnes compétentes selon les procédés recommandés, Oui. il est sans risque. Lorsque l'IVG est pratiquée dans les conditions requises, elle est sans conséquence en réalité sur la vie future de la femme, etc. Donc voilà. Voilà, entre autres. Alors, lorsque nous parlons de cette loi, il y a également le code de la famille qui a été touché, qui fait couler beaucoup d'encre de salive également. Qu'est-ce qui a été modifié à ce niveau-là? Alors, principalement, ce qui fait couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre chez nous, c'est le fait de permettre à la femme désormais de rajouter, en tout cas la possibilité que la femme a de rajouter son nom de famille au patronyme de son enfant. Alors, ce que la loi permet aujourd'hui, c'est ceci. Dans un couple normal, où tout va bien, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, c'est l'homme qui transmet son patronyme. L'enfant porte le nom du père, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la loi dit que si les deux s'entendent, s'ils sont tous les deux d'accord, si c'est un couple plutôt moderne qui a d'autres, comment on appelle, a d'autres valeurs, et a d'autres besoins, qui a des raisons pour aller ainsi, pour procéder ainsi, ils peuvent décider d'ajouter le nom de la mère, le patronyme de la mère à celui du père. Voilà, à celui du père. Ou de choisir de ne donner que celui du père, ou de choisir de ne donner que le patronyme de la mère, ou donc les deux, comme on a dit, dans l'ordre qu'ils veulent. Ils peuvent décider de mettre le nom de la mère avant et le nom du père après, ou vice-versa. C'est ce que la loi dit aujourd'hui. Voilà, mais ce qui crée le tollé général, c'est que les gens estiment que l'intention n'a pas été mûrie, parce que, étant donné que lorsque nous avons par exemple un couple qui naît peut-être, je donne l'exemple par exemple, Badamassi et peut-être Sossou par exemple, donc ça fait, l'enfant s'appelle Badamassi Sossou. Badamassi Sossou rencontre peut-être une fille aussi qui peut-être porte les noms comme par exemple Fatumbi et Olafa, donc ça fait Badamassi Sossou, Fatumbi, Olafa. On estime qu'à un moment donné, on aura peut-être des difficultés peut-être à prononcer le patronyme de certains enfants, parce que l'enfant va se retrouver peut-être avec peut-être 6 patronymes. Alors merci de m'avoir posé cette question, et ça veut dire que nous prenons les informations, ça montre combien nous prenons les informations de façon parcellaire et qu'on ne va pas jusqu'au bout. Cette même loi dit que lorsque les parents ont plusieurs noms, 2 ou 3 noms, ils doivent choisir celui qu'ils transmettent à l'enfant. Donc si j'ai 2 noms de famille, je choisis celui que je transmets à mon enfant. Vous comprenez? Donc dans tous les cas, les enfants n'auront que 2 noms de famille sur leur acte de naissance jusqu'à la fin. Donc il n'y aura pas plus de 2? Il n'y aura pas plus de 2. On dit que chacun choisit un seul nom à donner à l'enfant lorsqu'ils en ont plusieurs. Lorsqu'ils en ont plusieurs. Donc Badamassi Sossou, l'enfant qui s'appelle Badamassi Sossou, lorsque, si c'est un jeune homme, lorsqu'il va se marier avec une femme qui également aura 2 noms, ils choisiront, lui devra choisir si c'est Badamassi ou Sossou qu'il transmet, et elle aussi, elle devra choisir si c'est A ou B qu'elle transmet. Et c'est ce qu'ils vont décider qui sera inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant. Merci pour ces éclaircissements. Donc, en clair, les enfants n'auront pas plus de 2 noms. Absolument pas. Ils n'auront pas plus de 2 noms. Alors, un peu plus tôt, vous avez voté une loi qui, quand même, j'allais dire, lutte contre le harcèlement sexuel. Vous, en tant que femme, on voit un peu militante sur votre page Facebook, un peu très active dans la défense des femmes. Qu'est-ce que cette loi-là apporte de concret aujourd'hui, lorsqu'on sait que la plupart du temps, ceux qui sont généralement inculpés sont des personnes, peut-être des personnalités politiques ou des personnes quand même assez fortes?
Alors, la fin de la question, je vais la mettre de côté d'abord parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais ce que cette loi dit est ceci. Vous savez, le harcèlement sexuel en République du Bénin était déjà réprimé. Le viol était déjà réprimé. Les mariages précoces, les mutilations génitales, les mariages forcés, tout ceci était déjà pénalisé à travers une loi, d'accord? Ce que cette loi vient de faire, cette modification du code pénal a permis de renforcer la répression, d'alourdir les peines et de dégager des circonstances aggravantes. Par exemple, lorsque vous êtes un enseignant et que celle qui est harcelée est votre apprenante directe. Voilà ce type de cas que nous avons mis en exergue. Et ce type de cas ira directement désormais à la criette. Et on dit également que toute liaison amoureuse entre un enseignant et son apprenante est interdite parce que on va estimer désormais que si la liaison amoureuse, même consentante, c'est qu'elle est consécutive d'un harcèlement sexuel. Et donc, voilà des innovations que cette loi a apportées. Le viol, aujourd'hui, donc sur mineurs de 13 ans, hein, en tout cas, toute relation sexuelle, toute pénétration sexuelle sur mineurs de 13 ans est pénalisée, lourdement pénalisée aujourd'hui. Et tout viol sous mineur de 13 ans est pénalisé, c'est la perpétuité. Voilà. Donc, vous voyez, cette loi, en réalité, a permis d'alourdir un peu plus la répression sur les violences faites aux femmes, mais également sur les violences commises à raison du sexe de la personne. Hein, c'est surtout ça, parce que même si un homme se fait harceler, il a bien évidemment le droit, si nous avons un lien de subordination et que c'est l'homme dans ce cas qui est dans lequel le subordonné et que la femme est le patron, ou la patronne, là, dans ce cas, effectivement, il a le droit. Que ce cas est un peu rare. Dans notre société, ce cas est un peu plus rare. On estime que les hommes ont un peu plus de facilité pour se défendre. Dernière question pour finir. L'opinion estime que la 8e législature, étant donné qu'elle est composée exclusivement de partisans du chef de l'État, elle est considérée comme une caisse de résonance, c'est-à-dire que dès que le gouvernement pense, la 8e législature applique, et donc on estime qu'il n'y a pas de débat au niveau de la 8e législature. Ça me fait tellement mal quand j'entends ça. Je voudrais, vous savez, nous avons une radio hémicycle, d'accord, qui retransmet vraiment les débats parlementaires, oui, mais en temps réel, les débats parlementaires, qui en fait est dans la plénière, elle retransmet la plénière, mais au fur et à mesure, tout de suite, quoi, en temps réel. Donc, tous les Béninois peuvent suivre les débats en plénière à tout moment. Et ils verront que nous sommes tous sauf une caisse de résonance. Vous savez, les trois lois-là ont suscité beaucoup de débats. Principalement, la loi sur l'interruption, enfin la modification de la loi 2003-04. Ça a suscité beaucoup de débats. D'ailleurs, vous avez accès, les citoyens ont accès au compte rendu de nos séances en plénière. Il suffit de les lire. Et là, vous verrez qu'il y avait une partie qui était pour et une partie qui était contre. Ceux qui étaient contre, c'était principalement pour des dogmes, compte tenu des dogmes religieux, mais également, compte tenu de leur foi, des dogmes religieux et de leur foi. Et ceux qui étaient pour. Certains étaient pour avec des conditions. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il a fallu que, d'ailleurs, à un moment, les groupes parlementaires se retirent, discutent entre eux pour aller dans un sens. Certains estiment que, malgré qu'il y ait eu d'opposition, tard dans la nuit, il y aurait eu une consigne qui est venue. Ah, pas du tout. Qui dit ça? Non, c'est ce qui est dit dans l'opinion. Ah bon? On estime que dès que c'est pensé par le gouvernement, tout de suite, malgré les débats qui sont effectués, à la fin, il y a une voix qui vient pour trancher. Non, vous savez, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les parlementaires que nous sommes, ne sommes pas là pour représenter un groupe religieux. Ce n'est pas parce que je suis imam et que je suis au Parlement que je représente les musulmans ou les imams du Bénin.
Ce n'est pas parce que je suis catholique, prêtre catholique, que je suis au Parlement, que je représente la communauté catholique du Bénin. Nous avons un mandat. Vous savez ce qu'on dit? Notre mandat n'est pas impératif. Notre mandat est national. Lorsque vous êtes élu député, vous représentez tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas de foi, y compris les athées. Vous devez défendre une personne qui ne croit en rien du tout de la même manière que vous défendrez vos fidèles. Donc, lorsqu'on a fini de faire nos débats et que chacun émet ses arguments et qu'on se retrouve, on se dit mais on est là pourquoi? Et qu'on relit nos tests, ça remet un peu les yeux en face des trous, comme on dit. Ça nous recadre un petit peu. On est là pourquoi? On se rappelle on se rappelle pourquoi on est là, quel est notre rôle, quelle est notre posture, notre position en tant que député. Et ça clarifie énormément de choses, croyez-moi. Merci à vous, c'est Dami Médégan Fagla, chers amis internautes. On retenait entre autres de ce bref entretien que notre invité à l'entame de son intervention a rappelé les missions et attributions des parlementaires. Elle a fait savoir que la 8e législature n'a pas légalisé l'IVG, mais que cette légalisation était effective depuis 2003. Elle a rappelé l'article 17 qui fait objet de polémiques et de controverses relatif à l'interruption volontaire de grossesse. Elle nous a fait savoir que on peut faire recours à l'IVG lorsqu'il s'agit d'un cas de viol ou lorsque la grossesse veut engendrer le décès de la mère ou lorsque le fœtus constitue un handicap. Elle a fait savoir que la motivation du gouvernement est fondée et justifiée. Elle a argumenté dans ce sens. Elle nous a appris ce matin que le ministre de la Santé et celle des Affaires sociales, les deux, à savoir Benjamin Humpati et Véronique Tonifodé, sont tous deux gynécologues. Elle a soutenu car le taux d'avortement clandestin est élevé en République du Bénin. Elle nous a donné au cours de cette émission une lecture de l'article 8 de la Constitution du Bénin. Elle a exposé les prescriptions de l'OMS en la matière au cours de son intervention. Elle a également commenté le code de la famille qui a été modifié. Elle nous a fait savoir que si les parents ont plusieurs noms, les parents choisiront pour que l'enfant puisse avoir 2 noms et donc l'enfant n'aura pas plus de 2 patronymes. Elle a expliqué également les nouvelles dispositions de la loi contre les violences faites aux femmes et en fin d'émission, elle a invité à suivre la radio hémicycle qui retransmet en direct les débats en plénière. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Très fidèle. Merci à vous, c'est Dami Médégan Fagla. Je rappelle que vous êtes élu Union progressiste de la 15e circonscription électorale. Merci d'avoir été dans nos côtés ce matin sur Free Matin, chers amis internautes. J'installe à présent Anaël Dou pour la page des sports.